Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, sur le plateau d'Al-Mouatine, nous recevons Madame Simone Susskind. Simone Susskind, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Donc, vous êtes députée bruxelloise. Vous êtes une fille, disons, née en Belgique, réfugiée à la base. Mes parents. Voilà, donc vous avez vécu aussi, disons, sans papier, etc., dans les années 30. Et vous avez, disons, construit votre parcours professionnel et personnel ici en Belgique, après avoir survécu au génocide. Mes parents. Nazi. Moi, je suis née après. Voilà, vous êtes née après. Et donc, la première question, est-ce que c'est la raison justement qui vous sensibilise à la personne sans papier, à la personne réfugiée? C'est une très bonne question. Oui. Mes parents ont tous les deux survécu par miracle au génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont perdu quasi toute leur famille. Pour eux, le monde était dangereux et mauvais. Et le seul endroit, le seul lieu sûr, c'était la famille. Et je pense que je me suis construite pour leur montrer qu'on peut changer le monde. Je pensais, quand j'étais toute jeune, que je pouvais changer le monde. C'est une idéaliste à la base. Voilà. Et quand j'étais déjà toute petite, je voulais déjà faire ça. Et donc, j'ai appris qu'on ne peut pas changer le monde, mais qu'on peut faire des petites choses et mettre un grain de sable sur un grain de sable, un caillou sur un caillou. Et moi, par exemple, les problèmes des sans-papiers, c'est quelque chose qui m'interpelle. Les problèmes des réfugiés, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Mes parents ont été des réfugiés. Je sais ce que ça veut dire. Moi, je ne l'ai pas été parce que je suis née après la guerre, mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire chercher un endroit où on peut vivre quand on fuit le racisme, quand on fuit l'antisémitisme, quand on fuit la misère et qu'on arrive. Et je suis tellement interpellée par ce qui se passe ces dernières années, surtout après la guerre en Syrie. Pendant la guerre, elle n'est pas finie, cette guerre. Oui. Une autre question. Vous avez fait choisi le militantisme dans la politique. Pourquoi avez-vous choisi le Parti socialiste? Alors, parce que le Parti socialiste, pour moi, correspond le plus aux valeurs qui sont les miennes. Les problèmes de la justice sociale, les problèmes du respect des droits de l'homme, le problème de la lutte contre la pauvreté, toutes ces questions, elles sont reprises avec... C'est pas évident dans un parti politique de faire tout l'idéal non plus. On fait les choses, on est dans des coalitions, etc. Mais moi, j'ai été une militante et une activiste toute ma vie. J'ai été élue pour la première fois il y a presque 3 ans. Avant ça, je faisais tout ça par activisme et par militantisme. J'étais très active dans une organisation juive pendant de nombreuses années, une organisation juive progressiste qui s'appelle le Centre communautaire laïque juif, où j'ai déjà essayé de montrer qu'on peut être par exemple juif, mais qu'on n'est pas obligé d'être religieux, qu'on peut être laïque, qu'on peut être athée. Et donc déjà à l'époque, quand j'y étais dans les années 80, je me suis dit, dans le fond, nous, on a une génération d'avance sur les immigrés d'origine marocaine, d'origine turque. Nos parents sont arrivés une génération plus tôt. C'est eux qui occupaient les lieux où sont maintenant les communautés d'origine marocaine, près des gares, dans les quartiers. Moi, je me souviens, à la rue du Brabant, etc. Donc, je pense que nous, on a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on peut réfléchir et transmettre et construire une vie sociale, culturelle, active, comme nouveaux venus, comme nouveaux immigrants. Et donc, je me suis toujours dit qu'on a une génération d'avance et que ça vaut la peine d'essayer de partager ça avec des amis qui sont originaires du Maroc ou de la Tunisie, etc., et qui sont ici et qui étaient souvent aussi confrontés à des problèmes. Qu'est-ce qu'on transmet? Comment est-ce qu'on transmet une identité qui est multiple, qui est riche? Mais on ne doit pas rejeter le passé. Les pays d'où on vient sont une richesse formidable dans le domaine culturel, dans le domaine social, etc. Donc c'est la langue, je veux dire, c'est trop dommage de perdre ça. Et donc nous, comme je me suis dit, comme nous avons un peu plus d'avance, on a beaucoup cherché à transmettre. Et donc j'ai beaucoup discuté avec des amis d'origine marocaine, d'origine turque, d'origine égyptienne qui étaient ici en disant, voilà, nous on peut partager notre expérience. Moi je crois beaucoup à ça, partager les expériences. Vous êtes très engagé aussi dans le vivre ensemble et dans le construire ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que ça se passe très bien pour l'instant, vu aussi
tous les drames, dans tout ce que nous sommes en train de vivre en fait, les attentats, le radicalisme, la peur, le racisme. Oui, je pense qu'il y a deux phénomènes contradictoires. Il y a eu une prise de conscience après les attentats à Paris, à Bruxelles. Il y a une prise de conscience au niveau politique, il y a une prise de conscience à toutes sortes de niveaux qu'il y a des choses qui n'ont pas été menées convenablement, qu'on n'a pas pris en considération, qu'il ne suffisait pas de dire on va trouver du travail et puis on ne s'occupait pas de l'éducation, on ne s'occupait pas de l'enseignement, on ne s'occupait pas de toute une série de questions qui touchent des jeunes des communautés immigrées. Et donc il y a cette prise de conscience. Et il y a cette prise de conscience aussi qu'il ne suffit pas de prendre des mesures sécuritaires aussi. Ça ne suffit pas de mettre de l'armée, de mettre la police et les soldats partout. C'est pas ça qui va résoudre le problème. On doit travailler au problème à la racine. C'est-à-dire qu'on doit permettre à des jeunes d'avoir une perspective d'espoir, de pouvoir faire des études, de pouvoir apprendre un métier, de pouvoir construire un avenir. Et je suis très frappée de voir que ce sont des questions similaires qu'on trouve par exemple en Tunisie, où on a eu le plus grand pourcentage de jeunes tunisiens, 5000 qui sont partis rejoindre Daesh. Et donc ce sont des phénomènes parallèles, mais dans des contextes un peu différents, mais ces phénomènes se passent chez nous aussi. On ne termine pas l'école, on n'a pas de perspective d'avenir, on ne voit pas comment trouver une formule qui permette d'avoir un travail, de construire une famille, etc. Et donc c'est ça aussi qui est une des raisons de la radicalisation. Et je pense que vraiment, il y a une prise de conscience. Je pense qu'on a commis beaucoup d'erreurs dans les générations, dans les décennies qui ont précédé. Et je pense qu'on essaye maintenant, parce qu'on a pris conscience de ça, de corriger ces erreurs. Alors, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Mais je pense que cette conscience fait qu'à tous les niveaux, aussi dans la société civile, dans les associations, chez les enseignants, il y a une prise de conscience. Et tout le monde ne sait pas encore très bien comment mener ça et comment gérer ça. Mais ce travail est en train de se faire. Et j'espère qu'il mènera petit à petit à des résultats. On ne résoudra pas les problèmes du jour au lendemain, mais je crois que ça, c'est un travail de fond qui doit être... Eh bien, un deuxième élément qui me frappe très très fort, c'est qu'on trouve, depuis quelques dizaines d'années maintenant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des acteurs culturels dans la communauté d'origine musulmane, formidables, qui jouent un rôle très très important de passeurs, d'intermédiaires entre la communauté et le public qui n'est pas un public d'origine maghrébine. Donc ils jouent un rôle très très important. Je pense à Ismaël Saïdi, je pense à d'autres des acteurs, je pense à Sam Touzani qui a lui aussi à sa manière mène un combat très très important. Et donc je crois que ces acteurs-là ont un rôle aussi très important. La culture est quelque chose de tellement fondamental, de tellement important. Et je pense, et je me rends compte aussi qu'au niveau politique, on commence à se rendre compte et à investir pour s'attaquer aux problèmes à la racine. Et pas pour dire la police et l'armée, c'est pas la police et l'armée qui vont résoudre nos problèmes. Justement, pour 2018, quelle est la stratégie que vous comptez développer pour aller à l'encontre des sondages aussi qui donnent un peu le PS, disons, en stagnation, en crise. Et puis alors aussi, tous ces projets dont vous parlez maintenant, qui sont des projets très intéressants et très utiles aussi par rapport en fait à la cohabitation et le vivre ensemble, etc. Quelle serait justement la stratégie du PS en 2018 ? Alors je pense que le PS est confronté à une crise à laquelle sont confrontés les partis politiques traditionnels, qui sont au pouvoir depuis longtemps. Regardez le Parti socialiste en France, regardez les partis socialistes dans d'autres pays. La social-démocratie est en crise. Pas seulement notre démocratie traditionnelle est en crise, parce qu'avec les transformations essentielles qui se passent dans notre monde, les nouvelles technologies, le monde qui est devenu un village, tout est en train de changer de manière massive. Les grandes crises économiques auxquelles on a été confrontés. Et donc je pense que l'opinion publique, chez nous ou dans d'autres pays, se dit les politiques ne répondent pas à nos besoins et aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Et donc il y a une forme de rejet de la part de l'opinion publique, et une partie de l'opinion publique rejoint les populistes et l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne fais pas de comparaison, il n'y a pas de comparaison à faire entre l'extrême droite et l'extrême gauche, mais rejoint des partis qui disent nous on va vous offrir un monde meilleur. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Les gens qui ont voté pour Trump se sont dit, parce qu'il tenait ce discours populiste, il va changer le monde, il va faire en sorte que nous, on va pouvoir avoir une meilleure vie, une meilleure situation. C'est ce qui risque d'arriver en France. En France et aux Pays-Bas aussi. C'est ce qu'on a déjà en Hongrie et c'est ce qu'on a déjà en Pologne. Donc on est confronté à une crise
très très importante. Et le Parti socialiste, il y a une réflexion qui est menée ici, parce que c'est un parti très important. On n'est pas dans les chiffres et dans la catastrophe qui se passe dans certains autres pays européens. Donc il y a une prise de conscience, il y a un travail de fond qui est mené à l'intérieur du Parti socialiste pour essayer de répondre à ces demandes et ces besoins. C'est pas facile, parce qu'on ne promet pas la Lune, on ne peut pas promettre la Lune. On peut juste dire, on va tout faire pour améliorer la situation des plus démunis, des plus pauvres, de ceux qui travaillent, etc. On va travailler sur l'enseignement, on va travailler sur la culture, mais à partir de pouvoir, c'est jamais facile, parce qu'on peut toujours critiquer, c'est jamais assez. Et on ne peut pas promettre la Lune. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, de mon côté plus personnel, moi, je pense que, je veux dire deux choses très très importantes pour moi, c'est que je pense que le conflit israélo-palestinien, qui est un cancer qui ronge nos sociétés, les sociétés musulmanes. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une solution de ce conflit, quelle qu'elle soit. Moi, je me suis battue pendant des années pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Je crains qu'on ne s'en éloigne de plus en plus, parce qu'il va bientôt plus rester de territoire palestinien pour construire cet État. Et donc malheureusement, mais je pense que ça reste, parce que partout où je vais, que ce soit dans le Maghreb ou que ce soit ici, c'est quelque chose qui est comme il y a une sorte de mythe sur la Palestine. La Palestine. Et en même temps, la Palestine, c'est magnifique. Il y a des gens formidables en Palestine. Mais ce n'est pas l'idéal non plus auquel on peut. Mais ils ont le droit d'avoir leur État. Ils ont le droit d'être indépendants. Ils ont le droit de pouvoir vivre normalement. Et donc, moi, j'ai monté ces projets Israël-Palestine pour mieux comprendre, en me disant, je vais m'adresser à des lycéens. Des lycéens de milieux très, très différents. Des élèves de 5e. Qui viennent d'écoles très très différentes, la bonne bourgeoisie, classe mélangée et école professionnelle, et on va les faire travailler ensemble pour prendre conscience que c'est pas comme ils s'imaginent noir et blanc, mais que il y a des gens, des êtres humains, des hommes, des femmes qui essayent de faire autre chose et qui essayent d'avancer vers une solution quelle qu'elle soit. Et donc on travaille avec ces lycéens, une quarantaine de lycéens, cette année c'est 48, qui ne se seraient jamais rencontrés non plus, parce qu'ils viennent de milieux tellement différents. Et les lycéens de l'école de la bonne bourgeoisie, qui est près du Parlement européen, sont allés à l'école, à l'Institut des Arts et Métiers, et les élèves de l'Institut des Arts et Métiers sont allés à Dashbeck. Donc il y a vraiment on passe beaucoup de temps ensemble. On travaille sur les stéréotypes, islamophobes, antisémites, sur les médias. On voit des films. On a un cours d'histoire, parce que personne ne connaît l'histoire du Moyen-Orient, donc on travaille sur l'histoire. Et puis on fait venir des témoignages d'Israël et de Palestine, de la société civile. Justement, ces gens qui essayent de faire autre chose. Et ils passent du temps avec ces élèves toujours ensemble. Et puis, on est parti la première fois en 2015, pendant une semaine, avec ces 40 élèves sur le terrain. Et on a, à la rencontre de jeunes en Palestine, de jeunes en Israël, de jeunes, et aussi voir évidemment le pays, et de comprendre aussi ce qui se passe en voyant la vie et les gens. On en a tiré un film, et ce film nous a servi d'outil de communication pour que ces 40 jeunes puissent circuler l'année suivante dans les écoles, présenter le film et débattre avec des jeunes. C'était pas toujours facile, mais ils sont revenus de cette expérience transformée. Et je vois la manière dont ils débattent avec les élèves, comment ils parlent de leur expérience. Moi, je suis impressionnée. Je dis, ce sont devenus de vrais citoyens. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'aller faire l'appel là-bas, c'est pas dans nos possibilités, mais c'est d'essayer, en se confrontant à ça, de construire un monde, une vie meilleure ensemble ici. Et ces jeunes gardent le contact et continuent. On l'a fait l'année dernière, avec de nouveau des jeunes de 3 écoles très différentes. On est parti 5 jours après les attentats de Bruxelles. Il n'y a pas une seule famille qui a renoncé. Et donc, le film on a fait un deuxième film, et les jeunes, on les a formés pour être les ambassadeurs du projet. Et ils commencent à circuler dans les écoles maintenant. Et de nouveau, je suis impressionnée par la qualité de leur prise de conscience, la manière dont je dis, quand c'est des citoyens, moi je leur demande pas d'être pro-un ou pro-palestinien ou pro-israélien, moi je leur demande de pouvoir se faire eux-mêmes leur opinion, et de pas attendre qu'elle leur vienne de Facebook ou d'Internet. Et donc, et on touche les familles aussi, évidemment, et les familles, on touche d'autres élèves, etc. Et donc nous sommes dans une 3e mouture du projet, et nous avons maintenant, comment dirais-je, de nouveau 3 écoles très différentes, 48 élèves, on est en plein dans la préparation, et nous partons j'ai toute une équipe de bénévoles maintenant qui sont emballés, enthousiastes, et nous partons avec ces 48 élèves, 7 enseignants, toute une équipe, RTL, avec qui on a fait un accord, parce on veut diffuser au maximum, évidemment, qui fait un reportage, un magazine sur tout le projet. Nous partons au début du mois d'avril pour une semaine. Je rentre d'ailleurs de là-bas parce que j'ai travaillé au programme que nous allons leur concocter. Très belle initiative. Pourquoi, à votre avis, on n'élargit pas en fait ce genre de contenu, d'activité, pour essayer d'avoir plus d'impact, en fait, surtout sur le changement, peut-être? Tout à fait. Alors, d'abord, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Jusqu'à cette année, nous n'avons pas pris d'argent
pour ne pas faire non plus de discrimination entre les plus riches et les plus pauvres, et pour essayer que tout le monde soit exactement égal dans la même situation. Alors, nous devons trouver une formule qui nous permette d'élargir. On va voir du côté néerlandophone, parce que là aussi, il y a un travail à faire, à Vilvoorde, à Anvers, etc. On espère pouvoir en faire un projet européen. On a commencé à prendre des contacts au niveau européen pour avoir peut-être des jeunes français, qui ont les mêmes problèmes, des jeunes hollandais, des jeunes, pour essayer de monter quelque chose de plus large et élargir autant que possible. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous, parce qu'on ne peut pas emmener des milliers de jeunes sur le terrain, mais que ces jeunes puissent être reflétés et parler et raconter leur expérience. Oui. Après 50 ans justement de conflit entre Palestiniens et Israéliens, y a-t-il encore en fait un espoir de paix? Écoutez, je ne suis pas persuadée. Je vous assure, moi, j'étais toute jeune, depuis 68, que on a compris avec un petit groupe de jeunes juifs que si on voulait que l'État d'Israël ait un avenir dans la région, il fallait qu'il y ait un État palestinien à côté. Personne ne pensait à ça à l'époque. Donc, mais petit à petit, j'en arrive parce que c'est 50 ans depuis la guerre de 67, c'est 70 ans depuis la création de l'État d'Israël, et depuis le drame des réfugiés palestiniens aussi. Et donc, j'arrive petit à petit à mon grand regret, à la conclusion que je ne sais pas comment il est possible, avec l'avancement de la colonisation, d'avoir encore un État souverain, indépendant palestinien à côté d'Israël. Je ne sais pas comment on fait pour ramener 500 000 colons à l'intérieur d'Israël, qui vivent en Cisjordanie. Même si, quand on parle à la moyenne des Israéliens, ils disent qu'il faut un État palestinien, mais ils ne mettent jamais les pieds d'ailleurs en Cisjordanie. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a un fait là, il faut trouver une formule. Alors, il y a une réflexion. Alors, une des options, ce serait une tragédie, je pense, ce serait un seul État. Parce que je ne vois pas comment c'est possible de le faire sans qu'il y ait une explosion de violence incroyable et qu'il y ait, si vous voulez, une systématisation de la situation actuelle, qui serait une situation d'apartheid, où vous auriez les maîtres qui seraient les Israéliens et les esclaves qui seraient les Palestiniens, il y aurait quelques bantoustans qui sont les grandes villes dont les Israéliens ne veulent pas. C'est une option qui me paraît dramatique et qui un jour, si c'est vers ça qu'on se dirige, mènera à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une autre option, c'est que des gens commencent à réfléchir. Moi, je suis allée avec Paul Magnette l'année passée. Oui. Il y allait pour la première fois. Et je lui ai présenté des Palestiniens et des Israéliens qui sont arrivés à la même conclusion. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer de ramener 500 000 colons à l'intérieur d'Israël. Et donc, ils ont dit, voilà, on regarde la Palestine historique comme la patrie, mais la patrie de deux États, l'État d'Israël et l'État de Palestine, qui ont une partie de souveraineté territoriale sur plus ou moins les frontières de 67, mais qui ont aussi une partie de souveraineté non territoriale. Ce qui veut dire que des colons qui voudraient rester dans l'État palestinien, ils seraient des résidents dans l'État palestinien, mais ils resteraient des citoyens israéliens. Que les Palestiniens qui sont en Israël et des Palestiniens qui rentreraient dans le cadre d'un accord de droit au retour d'un certain nombre dans l'État d'Israël, seraient des résidents dans l'État d'Israël, seraient des citoyens palestiniens avec une solution pour Jérusalem. Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est qu'ils réfléchissent hors de ce contexte dans lequel on est complètement bloqué. Tout le monde parle deux États, mais plus personne ne voit comment on fera ces deux États. Et alors, avec Paul Magnette, nous avons convenu, et il a décidé d'inviter les animateurs de ce groupe, israéliens et palestiniens. Ils vont venir à Bruxelles au début du mois de mai et ils vont venir parler de la façon, de leur vision. Et ils sont intéressés par le modèle bruxellois, évidemment, parce que nous aussi, on a une partie de souveraineté volontaire. Et donc, ils vont venir ici, ils vont passer quelques jours, ils vont rencontrer, on fait une soirée au Bursk, ici à Bruxelles, pour la société civile. Ils seront au Parlement européen, ils seront au Parlement bruxellois, ils iront au Parlement wallon, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et ils vont rencontrer des acteurs simplement pour parler, en disant, je ne suis pas sûr que c'est la solution du tout, mais au moins c'est une réflexion originale qui sort de ce blocage dans lequel on se trouve. Vous n'êtes pas seulement active sur le plan de la Palestine et Israël, mais aussi sur le conflit, par exemple, des Kurdes en Turquie. Et vous avez pris, disons, des positions très importantes en demandant, par exemple, à l'Europe de prendre ses responsabilités contre les dérives d'Erdogan. Qu'ils seraient vos craintes par rapport, en fait, à ce problème. La guerre en Syrie a fait
beaucoup bougé les lignes. C'est une guerre terrible qui a été menée au départ par un peuple qui, après 40 ans de dictature féroce, revendiquait la liberté au moment où tous les peuples arabes revendiquaient cette liberté. C'était très fort en Syrie, parce qu'il y avait vraiment cette aspiration à la liberté d'expression. Et cette révolution a été matée, et elle a été pas seulement matée, mais elle est devenue une guerre civile et une guerre religieuse en même temps, parce que le régime de Assad a utilisé les alaouites et les chrétiens et les minorités pour dire nous sommes vos défenseurs, les sunnites là ce sont nos ennemis et ils veulent nous massacrer. Et ils ont libéré en même temps tous les terroristes qui étaient dans leur prison pour pouvoir dire voyez les terroristes. Et pendant 3 ans ils ne les ont pas bombardés, il a bombardé son propre peuple. Et donc pourquoi je reviens à la guerre de Syrie? Parce que pour Erdogan a d'abord pris le parti des groupes plus islamistes à l'intérieur de la Syrie. Il a laissé passer les terroristes qui partaient rejoindre Daesh. Et il a commencé à s'inquiéter sérieusement parce que qui sont ceux qui se sont battus sur le terrain contre Daesh et puis en partie contre Assad? Ce sont les Kurdes, des Kurdes de Syrie, qui n'étaient pas des ennemis de Assad, mais qui représentaient, ils ont très vite représenté une menace pour l'État turc. Parce qu'ils sont à la frontière, évidemment, et il y a de l'autre côté les Kurdes de Turquie. Et donc, Erdogan a retourné sa veste, en quelque sorte, parce qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait là-bas une zone indépendante. C'est une région très compliquée. Hein. Nous vivons maintenant ici, 100 ans après les accords de Sykes-Picot. Le monde de cette région est en flammes parce qu'on a coupé au cordeau les frontières entre les Anglais et les Français. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en Syrie? En Turquie, Erdogan avait fait des gestes importants avec les Kurdes de Turquie. Il avait commencé à négocier avec Öcalan et les Kurdes en disant on va trouver une solution. Et Öcalan avait appelé à un arrêt de toutes les violences de la part des Kurdes de Turquie. Et c'était le cas, on était dans cette situation. Et en parallèle s'était mis en place un parti en Turquie, qui était un parti kurdophone, mais qui ne réunissait pas que les Kurdes, mais qui était dirigé par un leadership ouvert et intelligent, qui avait dit nous sommes ouverts, nous avons un agenda qui est plus de démocratie, plus de liberté, etc. Et nous ne demandons pas l'indépendance, nous demandons des droits culturels à l'intérieur de la Turquie. Et ce parti, le HDP, a remporté en 2015 un nombre important de sièges aux élections. Ils ont fait 13% aux élections. Moi, je connais des Turcs progressistes qui ont voté, qui n'ont rien à voir avec les Kurdes, qui ont voté pour eux, parce que c'était se distancier, si vous voulez, de l'AKP, et se distancier du parti laïque traditionnel qui était figé dans son passé. Et alors Erdogan a pris peur. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que je les limite, etc. Il a réorganisé très vite d'autres élections, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu à Place Taksim des manifestations très importantes. Eh bien, et beaucoup de ces manifestants ont voté pour le parti HDP. Donc, il y a eu des nouvelles élections quelques mois plus tard, et ce parti a perdu. Mais en parallèle, le régime a commencé à aller bombarder les villes et les régions kurdes de Turquie. Bombarder, ça s'est passé sans presse, sans rien. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? De nouveau une radicalisation de la jeunesse kurde là-bas, qui s'est opposée. Et là-dessus est venue s'ajouter donc la question, le coup d'État manqué. Et alors, peu importe, mais ça a été la dérive terrible de régime vers un autoritarisme, et il est en train de faire passer dans 2 mois un référendum où il va, parce que le coup d'État a suscité une mobilisation d'une partie importante de la population des villages et des villes plus éloignées, etc. Pas la population, les dizaines de milliers de prisonniers dans tous les domaines, que ce soit des universitaires, que ce soit des journalistes, que ce soit des politiques, tout le leadership est en prison. Et donc, vous vous dites, c'est une dérive dramatique, parce que c'est une catastrophe, je pense, pour la Turquie aussi. Et c'est une catastrophe et c'est une catastrophe pour cette région, parce que la Turquie a un rôle important au niveau géopolitique. Et donc, il y a les relations compliquées avec l'Iran, il y a les relations, en même temps, maintenant, il s'est allié avec les Russes. Vous voyez, donc, on est dans une situation incontrôlable, avec en plus Trump de l'autre côté. Donc, moi, je pense qu'il faut
être très net et très clair sur le respect des droits de l'homme dans ce pays. Et je pense que là, par exemple, les Allemands, Angela Merkel, jouent un rôle très très important parce qu'elle a été très claire, tout en étant très diplomate, et de dire nous ne pouvons pas accepter ce type d'attitude et ces atteintes à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Donc on est dans une situation de tension entre l'Europe, et en particulier l'Allemagne, et la Turquie. Un mot aussi, parce que l'année dernière, quand il y a eu le centenaire du génocide arménien, le Parti socialiste m'a demandé, parce qu'on avait une grosse crise, on a des députés d'origine turque qui sont coincés, parce que leur électorat... Avec Imerkir. Oui, Kir et d'autres, les trois qui sont dans notre Parlement aussi. Et c'était très compliqué. Et Laurette Onkelinx m'a demandé d'intervenir, de faire une médiation. C'était impossible parce qu'il n'y avait pas... Si, mais j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de la communauté turque, kurde, turque, alévi, etc., ici, y compris les Gulen. Et donc je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, même si on entend surtout les pro-Erdogan, etc. Mais j'ai dit, ce que je pense qui est important, j'ai dit par rapport au génocide, les choses bougeaient déjà en Turquie. Il y avait des intellectuels importants qui prenaient position pour reconnaître que ça avait été un génocide. Et donc il fallait en quelque sorte, ici en Belgique, accompagner la communauté turque pour qu'elle sorte de son enfermement, parce qu'on écoute la radio, on voit la télévision en turc, on lit les journaux en turc, on parle la deuxième génération souvent ne parle pas bien le français, enfin il y a un problème aussi, et avec la manière dont le Diyanet, qui est le représentant de l'islam turc, monopolise et gère ici les relations. Donc je dis qu'il y a un travail à faire, donc ça n'a pas été tellement apprécié dans une partie de la communauté turque, mais en même temps je pense qu'il faut dire les choses telles qu'on les voit. Ce sont des citoyens belges avant d'être des citoyens turcs. Et il y a un travail important à faire dans cette communauté pour qu'il y ait une ouverture. On vit dans une démocratie ici. On doit aussi prendre conscience que on n'est pas sous l'autorité de l'AKP ou du régime présidentiel qu'on va avoir en Turquie, mais qu'on est ici en Belgique des citoyens libres. C'est pas facile, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est un travail important. Okay. Vous avez aussi effectué plusieurs voyages récemment et entre autres en Tunisie. Vous étiez en mission avec Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de la coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Tunisie. Quel est votre diagnostic de la situation économique et sécuritaire après la révolution du Jasmin et les attentats terroristes? Alors moi j'ai eu, c'est toujours des opportunités de par mon engagement, etc. J'ai été très proche de toute l'ex-opposition en Tunisie à Ben Ali. Et donc j'ai vraiment essayé, modestement, de pouvoir faire prendre conscience ici en Belgique et au niveau de l'Union européenne que c'était une dictature. J'appelais ça une dictature primitive et qu'il fallait en quelque sorte sensibiliser au niveau de l'opinion publique, des responsables politiques et dire c'est pas seulement les belles plages où on va passer des vacances. Et donc puis est arrivée la révolution. Alors s'il y a un pays dans tout le monde arabe où il y a eu les révolutions, où il y a eu des semblants de révolution, etc., où il y a un espoir que cette révolution mène à une démocratisation progressive, c'est bien la Tunisie. Alors la Tunisie, c'est un petit pays, c'est 11 millions d'habitants. C'est un pays qui est très proche de l'Europe, mais c'est un pays qui a été confronté à des tensions énormes, à la fois, vous l'avez bien dit, au niveau économique, au niveau sécuritaire, puisqu'on a eu les attentats en Tunisie, et aussi avec le fait qu'on a eu une polarisation, on a toujours une polarisation entre les islamistes, Ennahda, et les laïcs, disons, pour clarifier les choses. Et alors, je dirais que c'est quand même très intéressant que la Tunisie a réussi, malgré ces situations, à faire passer une constitution qui est une constitution civile, qui n'est pas basée sur la charia. Les femmes ne sont pas les complémentaires des hommes, mais elles sont leurs égales. Quand il y a des élections, il y en a déjà eu plusieurs, eh bien, il y a la parité. C'est pas évident, etc. Mais il y a un combat, si vous voulez, entre la tradition et la modernité. Et donc, on est dans cette situation. Moi, je dis, partout où je vais ou partout où je peux, il faut aider la Tunisie, il faut investir en Tunisie. C'est pas parfait. Ils ont un retour de la corruption, ils ont le retour du népotisme. Le président pousse son fils, son parti est en train de partir en morceaux. Les seuls qui sont bien organisés, c'est Ennahda, qui sont bien financés aussi. Et ils préparent des élections communales et régionales. Ils ont décentralisé le pays parce que tout se décidait à Tunis avant. Eh bien, ce sera la première fois qu'il y aura des élections démocratiques dans ce pays, communales et régionales. C'est un défi
formidable, parce que tous les maires, j'en ai rencontré, des maires, des Wali, etc., ce sont tous des gens qui sont nommés, qui sont là maintenant, ils ont été nommés après la Révolution, mais on va enfin avoir ces élections, je pense dans un an, avec la parité, c'est-à-dire que chaque liste, ce sera comme chez nous, un homme, une femme, et en plus, tous les partis seront obligés d'avoir 50% de leur liste dirigée par des femmes. Vous imaginez, ça va être une course aux candidates, bien plus importante encore que chez nous. La plupart ne sont pas formés. Il y a un travail qui est fait depuis des années, maintenant depuis la Révolution, mais je veux dire, il y a un travail important à faire. Donc Rudy Demotte m'a demandé de l'accompagner parce que c'est une des priorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de dire il faut renforcer la démocratie, il faut encourager les femmes en politique. Donc nous avons l'intention de travailler avec des femmes candidates dans plusieurs régions de la Tunisie pour les aider. On a une équipe de coachs maghrébins qui vont travailler avec elles pour les aider à faire campagne, à se présenter, à prendre le leadership skill, à avoir de développement personnel et à pouvoir faire campagne bêtement. Et dans ce processus, nous allons inviter des échevines belges, parce que la Belgique est très bien perçue en Tunisie, on n'est pas les anciens colonisateurs, à aller faire un travail de mentoring et de travailler avec ces jeunes femmes tout au long de l'année. Et on ne va pas les abandonner parce que l'année suivante, c'est le plus difficile, c'est quand vous êtes élu. Quand vous n'avez jamais fait ça. On a eu ça chez nous ici. Eh bien, comment vous faites? Alors, les hommes, automatiquement, font en sorte de vous écarter, vous donner les postes dont ils ne veulent pas et où il n'y a pas de budget. Donc, on va les aider pendant l'année qui va suivre, à poursuivre, à pouvoir se confronter à ça, à travailler sur la gestion d'une commune, comment ça se passe. Et on voudrait les faire venir toutes ici. Elles vont chacune loger chez une échevine pendant une semaine et voir comment nos échevines belges, dont beaucoup sont d'origine maghrébine maintenant ici, comment est-ce qu'elles travaillent dans leur commune? Comment ça se passe dans une commission? Comment ça se passe dans le collège? Comment est-ce qu'on présente? Voilà, donc ça c'est notre projet en Tunisie. Vous avez entamé, je pense, aussi un projet similaire au niveau du Maroc en 2014. Alors au niveau du Maroc... Qu'est-ce que ça a donné? Alors c'est pas fini. En fait, nous on a mené un projet très très intéressant tout de suite un peu après la Révolution dans les pays arabes en disant, ça s'appelle Femmes Leaders de demain. On a sélectionné au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Belgique, 5 jeunes femmes, 20 en tout. Donc plusieurs Belges qui étaient d'origine maghrébine aussi. Et avec une équipe de coachs, on les a formées au leadership. Dans chaque réunion qu'on a eue, elles ont rencontré des femmes, des rôles modèles, etc. Et puis, quand on a eu des élections ici en 2014, je me suis dit, on va les faire venir ici. Elles vont accompagner des candidates en campagne, voir comment ça se passe. Alors, ça a été formidable pour elles, mais ça a été encore plus formidable pour nos élus belges, dont certaines avaient déjà beaucoup de bouteilles, d'avoir une jeune maghrébine qui l'accompagnait pendant quelques jours et qu'elle a pu partager son expérience et en même temps découvrir ces jeunes maghrébines. Donc, de là, après les élections, je me suis dit, au Maroc, on va accompagner des candidates. Il y a eu les élections communales. Donc j'ai réuni des élus locaux belges, des échevines, et on était 6 ou 7, et on a accompagné des candidates en campagne aux élections communales. Et ça a été une magnifique expérience de nouveau pour nous aussi. Moi, je me suis retrouvée à Rachidia, où je n'étais jamais allée, à accompagner une candidate, et j'ai vu toutes les difficultés, les complexités de ces jeunes femmes qui en veulent et qui sont confrontées. Elles sont motivées. Et elles sont motivées, et en même temps, elles ont besoin. Je me suis rendu compte qu'on pouvait apporter même un accompagnement. Et puis, il y a 6 mois, quand il y a eu les élections législatives au Maroc, on s'est dit on va refaire la même chose. Donc on a accompagné 5 candidates aux élections législatives au Maroc. C'était surtout à Casa et à Rabat, parce qu'on n'a pas eu le temps, on était 6 à accompagner ces candidates. 3 ont été élus. Et notre idée, c'est de les faire venir ici. La même chose, voir comment nous, députés, on travaille au quotidien. C'est des choses banales, mais c'est des choses tellement importantes. Je vous donne un exemple sur les élections communales. Nous avions une élue, vous la connaissez, Fatia Saïdi, oui, qui était avec nous quand on a accompagné des candidates aux élections communales. Elle était avec elle à l'OCEMA. Une jeune candidate, elle distribue des tracts, elle parle aux gens, etc. Parce qu'en plus, pas mal de nos élus sont d'origine marocaine, donc elles peuvent même parler en darija, etc. Et donc elles arrivent devant un très grand café où il n'y a que des hommes. Et Fatia dit à sa candidate, dit viens, on va entrer dans le café. La fille était complètement affolée, elle dit non, c'est pas possible, on peut pas. Elle a forcé à entrer dans le café. Surprise totale dans le café, ces hommes qui voyaient ces 2 femmes qui étaient là avec leurs tracts. Et puis la tension a retombé, ils ont commencé à distribuer leurs tracts et à parler avec des hommes. Je dis, c'est pas grand chose, mais c'est immense. Donc voilà, ça fait partie de ce travail qui me paraît à moi tellement important. Super. En tant que députée bruxelloise, quel regard portez-vous sur l'avenir de la région bruxelloise? Alors,
il y a énormément de choses qui ont changé depuis la création de la région bruxelloise. Et pour moi, l'élément le plus frappant, c'est de voir des députés néerlandophones bruxellois, qui étaient avant tout des membres de leur parti flamand, et qui sont devenus maintenant des membres impliqués et intégrés qui défendent les intérêts de la communauté, de la région bruxelloise. Ça me frappe énormément. Et donc moi, je ne suis pas pessimiste pour la région bruxelloise. Vous savez, Bruxelles, c'est pour moi une ville-monde. On a à Bruxelles 170 communautés différentes, c'est une petite capitale mondiale. On parle 120 langues, on a plus de journalistes ici qu'on en a à Washington, on a plus de lobbies qu'on en a à Washington. C'est une ville pleine de potentialités, une région pleine de potentialités. Mais il faut savoir qu'on doit se confronter à ces défis. C'est un défi très très important dans tous les domaines. Ne parlons pas de nos problèmes de mobilité, ne parlons pas de nos problèmes... Mais les choses progressivement avancent. L'environnement, enfin on a des questions très importantes. Et donc on doit, comme député, se confronter à tous ces défis et savoir qu'on a un avenir positif et important. On est comme si on était, je sais pas moi, Paris, Londres, Sao Paulo. On est une toute petite ville, mais qui a un potentiel immense. Et il faut mettre tout en œuvre pour que ce potentiel puisse être utilisé pour le bien de nos citoyens. Okay. Selon vous, quelles seraient aujourd'hui les clés du vivre ensemble entre les communautés ? Alors, je vais vous dire, nous, on a déposé un projet dans le cadre de l'appel à projet de la région bruxelloise, de mon association. Quel est le projet ? C'est de mettre sur pied un mouvement de jeunesse bruxellois interculturel. Pour sortir des scouts catholiques, des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts laïcs. Je veux dire, on a ici apprendre à se connaître, apprendre à faire des choses ensemble, découvrir les richesses des autres, partager les richesses des autres. Je pense que ça, c'est une des clés pour construire ce vivre ensemble. Je vous dis, j'ai vu tout à l'heure ces jeunes d'Anderlecht, moi j'étais sidérée, quoi. C'est magnifique, ce sont des leaders, ce sont déjà des leaders. Alors un est encore étudiant, il étudie biologie médicale, je sais pas quoi, les deux autres sont à la STIP, conducteurs. Je dis, ça, ce sont des leaders, et ça, ce sont des leaders avec lesquels on doit travailler. Oui. Vous voyez, donc c'est ça. Qui ont besoin parfois d'aide aussi, d'accompagnement. Oui. Pour Simone Susskind, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement fédéral doit accorder plus d'importance et pour quelles raisons ? Alors, l'immigration, moi je pense que il y a ici, on est confronté à un réel problème. On a un secrétaire d'État qui a pour objectif de fermer les portes de la Belgique alors qu'il faut les ouvrir. On a besoin de cette immigration, on a besoin de ces réfugiés, on a besoin parce que notre population vieillit et on en a besoin économiquement. C'est un apport. Moi je suis toujours étonnée de voir à quel point les pays qui ont été ouverts à l'immigration se sont enrichis. Moi, je pense que notre pays peut s'enrichir en ouvrant les portes. Je pense que ce que fait la Suède, c'est difficile parce il y a à côté de ça les attentats, la violence, etc. Donc c'est difficile de convaincre, mais c'est possible de le faire. Et donc je pense que ça, c'est une question fondamentale. Je pense que que le fédéral doit être plus ouvert dans le dialogue avec les régions. On a un véritable problème au niveau du dialogue avec les régions. Il y a des problèmes. Le RER, on n'arrive pas à le construire. Il y a des politiques et des stratégies. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de circuler à Bruxelles ? Donc, mais ça, c'est lié. Les aéroports, le bruit des avions autour d'eux. Parce qu'on a la région flamande et on a le fédéral qui sont là en train de regarder leurs petits intérêts, etc. et qui ne regardent pas l'intérêt collectif national. Okay. Quelle est votre conception de la laïcité en Belgique? D'accord. Alors, vous savez, comme je vous le disais, moi j'ai dirigé pendant plusieurs années, pas mal d'années, un centre laïque juif. Oui. C'était toujours très compliqué d'expliquer, parce que pour tout le monde, pour le public en général, même pour nos autorités politiques, les juifs c'est une religion. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer qu'on peut avoir une identité juive très forte, qu'on veut partager avec les autres, mais qu'on n'est pas obligé d'être ni croyant ni religieux. C'est deux choses séparées. Et c'est pour ça que je pense que, par exemple, la communauté musulmane, d'origine musulmane en Belgique, on trouve des gens qui sont laïcs, et parfois c'est pas toujours facile de l'annoncer et de l'affirmer, mais je veux dire, la religion, c'est quelque chose de privé. On a le droit d'être pratiquant, d'être plus pratiquant, d'être moins pratiquant. Mais la religion ne peut pas
organiser et gérer notre vie en société. Je veux dire, on ne peut pas accepter, et ça se trouve dans toutes les religions, hein, chez les juifs, je veux dire, le divorce, c'est un homme qui donne le divorce, hein, chez les religieux, il répudie sa femme, hein, c'est comme chez les musulmans. Donc on a des tendances dans les religions à essayer de garder un pouvoir sur la vie sociale et communautaire, etc. Les choses bougent progressivement. Regardez au Maroc, la réforme du code de la famille. Je veux dire, il y a des choses, ça prend du temps, c'est compliqué, mais il faut faire changer les choses dans la tête des gens. Regardez les drames qu'il y a eu avec ces jeunes filles, ces adolescentes qui ont été violées. Et alors, la solution, c'est que le violeur épouse la fille qui a été violée. On a eu cette jeune fille qui s'est suicidée, etc. Donc, on change les lois progressivement, mais il ne suffit pas de changer les lois. On doit changer dans la tête et les mentalités. Ça, c'est un travail qu'on doit mener. Simone Susskind, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait être une femme aussi. Pour vous, Dieu est les valeurs de l'humanité. Quand on y met les valeurs de l'humanité, alors on peut croire en Dieu. Être une femme politique aujourd'hui, c'est se battre avec les hommes pour faire une meilleure société ensemble. Et la Belgique de demain sera ? La Belgique de demain sera peut-être une partie d'une Europe sans frontières. Simone Susskind, députée bruxelloise, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre entretien et à la prochaine fois. Merci.